a fait savoir que la question d'un dialogue interne a été évoquée pour renforcer la cohésion territoriale. Après Brazzaville et Kinshasa lundi et mardi, l'homme d'État belge se rend à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Place à présent à la lecture des ordonnances présidentielles avec Joseph Oscar Mbalkaïch qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Oscar Mbalkaïch. Bonsoir Cédric Kenina. Ordonnance loi numéro 5/040 du 19 août 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 85, 109, 144, alinéa 5 et 145, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 20 août 2025 la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 19 août 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la première ministre en mission, Jacques Chabani Luko Bihango, vice-premier ministre, ministre des Affaires, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/248 du 19 août 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu l'arrêt sous R-Cons 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 20 août 2025 l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 telle que complétée à ces jours portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de
justice et garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets de sa signature faite à Kinshasa le 19 août 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la première mission, Jacquemain Chabani Luko Biango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour copie certifiée conforme à l'original le 19 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamoulé, directeur de cabinet. Et voilà, les décors et à la limite apocalyptique dans la cité d'Oïcha, dans le nord Kivu, les ADF ont effectué une incursion sur place dans la nuit du 16 au 17 de ces mois. 9 morts selon la société civile et des dégâts matériels, notamment de maisons incendiées. Le vice-gouverneur policier Louis Ségon Karawar est arrivé sur place pour non seulement évaluer les dégâts, mais aussi réconforter les victimes. Les détails dans ces reportages. Aussitôt après les drames survenus à Wicha, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste, a dépêché les vice-gouverneurs sur le lieu. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Ségon Karawa, a compati à l'hymne de tuerie du 16 au 17 août 2025 à Wicha, dans le Nord. Le général Karawa a rencontré la société civile qui plaît pour pris compte de ces alertes. Elle s'inscrit par ailleurs dans la logique de soutenir les couvre-feux et salue les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi alerté parce que nous savons que l'ADF suit les mêmes. Les responsables de la sécurité devront comprendre que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et quand nous apportons des alertes, ces alertes doivent être considérées. Le vice-policier du Nord Kivu par ailleurs enregistre position et réalité sur terrain. On a constaté qu'il y a beaucoup de dégâts matériels, hormis tout ce qui est dégâts humains. Et nous allons faire rapport au niveau de l'autorité provinciale. Et je crois que rapidement, il y aura des solutions pour la population. Et nous leur présentons aussi nos condoléances les plus attristées. Il doit savoir que nous avons la même préoccupation. C'est la même lutte, c'est tout le monde qui est concerné par ces phénomènes de terrorisme avec les ADF. À en croire les forces vives sur place, le bilan de l'attaque de type ADF ont été à 9 personnes, blessées 2 et 21 maisons ont été calcinées ainsi que 7 motos. C'est une mise au point face à la désinformation sur les discussions de Doha au Qatar. Sur les antennes de la RTNC, le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouya est revenu sur ces sujets pour fixer l'union. Suivez. C'est aussi ici les lieux de rappeler aux uns aux autres la nécessité de ne pas s'effier sur ce qui est distillé. Je ne voudrais pas revenir sur le poison rwandais, mais c'est une activité quotidienne où tous les jours, parfois en utilisant des journalistes, on passe des informations qui sont fausses. Pour tout ce qui concerne la crise, par exemple, les discussions de Doha, jamais vous avez vu un officiel du gouvernement, en l'occurrence j'en suis le porte-parole, aller dans une quelconque forme de réponse à qui que ce soit dans cet ordre. Parce que la médiation a fixé le cadre dans lequel les divergences doivent être traitées. Et donc cette manie régulière de passer par des médias, de tenter de manipuler l'opinion par des déclarations intempestives n'ont pas de sens. Nous avons une médiation et chaque fois qu'il y a des cas, des violations d'une partie ou d'une autre, il y a des points de liaison à partir desquels nous les notifions. Parce que nous, par exemple, il y a un travail quotidien que nous faisons pour ce qui nous concerne en termes de monitoring de toutes les violations de droits de l'homme qui s'y font, que nous rapportons, et nous connaissons les intentions de ceux qui occupent les territoires actuellement, mais parce que nous avons la volonté d'aller vers la paix, nous donnons la chance vers la paix, et nous y travaillons pour que les conditions puissent être réunies. En attendant, n'oubliez pas que nous avions l'accord du 27 juin aux États-Unis, et comme nous aimons à le dire,
cet accord ne peut pas pleinement produire ses effets si nous ne terminons pas le processus de Doha. On espère que ce processus de Doha entre dans sa phase conclusive la semaine qui commence et que lorsque nous aurons sur papier les deux accords, on travaillera à les implémenter. Mais parallèlement à cela, j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait ces derniers jours pour expliquer, on n'y a pas fait attention, mais c'est un point essentiel, la déclaration de principe qui crée le cadre d'intégration économique régionale, qui fera l'objet de la signature des chefs d'État les moments venus. C'est ces cadres-là qui nous permettra, parallèlement aux efforts pour le retour de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations, ensuite aux populations des autres pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. Nous parlons de la désinformation. Kinshasa et Brazzaville a un jet au nez de l'autre côté du fleuve et ces rapprochements seraient également boulevard pour les fake news. Un travail en synergie s'est mis en place à travers les deux porte-voix institutionnels de deux Congos. Patrick Mouyaya et Thierry Lézin-Mungala ont réfléchi à ces sujets. Gaëtan Magalano. Kinshasa et Brazzaville font front commun contre les informations du système médiatique. Le ministre brazzavillois en charge de la communication immédiate est accueilli par son homologue de la RDC, Patrick Mouyaya Katimbwe, saluant la qualité de relations fraternelles et du dialogue permanent entre Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. L'objectif de cette séance de travail était d'explorer et de consolider les pistes de collaboration pour faire face efficacement à la diffusion de fake news. Nous sommes tous les deux l'expression publique de nos deux États. Nous avons, suite à ces instructions fermes reçues de nos hiérarchies respectives, réfléchi ensemble à la mise en place de mécanismes de communication conjointe, régulière. Pour casser toutes ces campagnes ou toutes ces fausses informations qui tendent parfois à entacher la relation, non pas seulement entre les deux pays, mais même la perception que peuvent avoir certains compatriotes ici de la position de Brazzaville face à la crise. Ces initiatives s'inscrivent dans la dynamique d'un dialogue renforcé entre le peuple et les institutions et traduisent la volonté commune de promouvoir des relations bilatérales exemplaires basées sur la transparence, la vérité et la solidarité. À peine arrivé, tout démarre sur le chapeau de rouleau. L'annonce 2026 au ministère du Budget. Et là, ce sont les régies financières qui sont appelées à aller au-delà des assignations budgétaires. Le responsable de ces régies financières était autour du vice-premier ministre du Budget, Adolphe Muzito. Anita Luamboa. Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour budget pour l'exercice 2026. Ce mardi, le vice-premier ministre du Budget, Adolphe Muzito, et son collègue des Finances, Doudou Fwamba, ont réuni les régies financières au centre financier. Objectif, relever le défi de mobiliser jusqu'à 13 milliards de dollars américains contre les 11 milliards proposés lors des conférences budgétaires. Le cap minimum, 11,7 milliards selon le cadre budgétaire à moyen terme. Des orientations claires ont été données au régime financier avec un appel fort au civisme fiscal, car, rappelle le gouvernement de la République, sans impôts, pas de route, pas d'école, pas de salaire. Pour Adolphe Muzito, les régies financières sont appelées à redoubler d'efforts. Il a un objectif de doubler le budget, comme il avait dit. Il accentue son objectif sur d'abord les recettes courantes qui ont été projetées dans la loi de finances rectificative à 9,9 milliards de dollars américains. Et il compte atteindre 13 milliards en 2026. Dans cette dynamique, plusieurs mesures ont déjà été prises, notamment la réduction de la TVA sur les produits de première nécessité, décidée en septembre dernier. Le gouvernement appelle également à un sursaut de civisme fiscal, condition indispensable pour permettre à l'État de jouer pleinement son rôle. Un message clair lancé aux contribuables alors que le pays s'apprête à relever un nouveau défi budgétaire pour 2026, dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Formés pour mieux contrôler, les experts de l'autorité des régulations des marchés publics apportent leur savoir en matière de passation de marchés publics au personnel de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER. On en parle avec Rekin Zouzi dans ses commentaires. Livette Makuntima, suivez. À Kinshasa, l'autorité des régulations de marchés publics a donné encore le ton, formés pour mieux contrôler. Les experts de l'ARMP mettent cette fois-ci à niveau les cadres et agents de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER sur les règles nationales de passation de marchés publics contenues dans la loi du 27 avril 2010. Derrière cette initiative, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et la première ministre à travers la clairvoyance du directeur général de l'ARMP, Maître Claude Kaembembaye. Objectif affiché, 0 zone d'ombre dans la gestion de fonds publics, comme pour dire qu'aucun marché ne doit échapper à la transparence. Il faut reconnaître que les procédures de la commande publique sont complexes, très techniques et en constante évolution. Elles sont régies par un cadre juridique dense, souvent méconnu et parfois mal interprété par bon nombre de praticiens. Un message bien reçu par l'ANSER du directeur général Cyprien Moussimar. Il évoque ses ambitions pour l'électrification des milieux ruraux et périurbains devant passer par des procédures irréprochables. Ce geste traduit une fois de plus l'engagement de l'ARMP à accompagner les institutions publiques dans la maîtrise des procédures de passation de marché, condition essentielle d'une gestion orthodoxe et crédible des finances publiques. Formés, responsabilisés, sécurisés, ARMP et ANSER tracent ensemble la voie d'une gestion plus crédible des marchés publics. La RDC et la République centrafricaine établissent une coopération dans le domaine des hydrocarbures. La remontée des produits pétroliers, la RCA en souffre. Comment y arriver en passant par la RDC? Ministre africain du développement, de l'énergie et des ressources hydrauliques, Arthur Bertrand, a été reçu par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akasia Bandumbola. C'est un commentaire d'Éric Kabamba, suivez. En mission en République démocratique du Congo, Arthur Bertrand, ministre centrafricain chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, a été reçu le mardi 19 août par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akasia Bandumbola Mbongo. Arthur Bertrand a premièrement remercié la ministre d'État pour son accueil chaleureux et a fait savoir que l'objet de sa rencontre avec la patronne des hydrocarbures de la RDC était sur instruction du président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui a sollicité l'appui de son frère congolais, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour leur faciliter la remontée des produits pétroliers en République centrafricaine. Ces derniers ajoutent qu'ils rentrent satisfaits et tout à fait rassurés. Nous faisons face à plusieurs défis. Il y a d'abord le défi des élections. Nous aurons plusieurs élections d'ici le mois de décembre. Nous avons également le défi du déploiement du matériel électoral, la sécurisation des sites et des provinces du pays pour les élections. Cette année, la météo n'a pas été facile avec nous, si bien que la pluie véritablement a commencé vers fin juillet et c'est à partir du début août que nous avons commencé timidement à refaire remonter. Donc nous avons accusé un retard de 2 mois de remontée des produits, ce qui a joué sur le stock national qui aujourd'hui est insignifiant. Signalant que les relations entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo sont marquées par une proximité géographique et des liens historiques, mais aussi par des défis sécuritaires et des préoccupations humanitaires. Les deux pays partagent une frontière commune. Direction Yokohama au Japon où se tient le conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Et sur place, la République démocratique du Congo prend une part active des questions sur les initiatives innovantes susceptibles d'améliorer l'accès à l'électricité sont au centre des discussions. On en parle à travers ces commentaires signés Patiton. L'Afrique peuplée à plus de 600 millions d'habitants a plusieurs défis à relever pour améliorer l'accès à l'électricité dans plusieurs régions. Les sujets étaient passés au peigne fin ce mardi 19 août 2025 à Yokohama.
À l'article 4.9, la table ronde sur les initiatives africaines pour l'énergie propre a permis aux différents panélistes d'explorer et de proposer des approches innovantes susceptibles de lutter contre la pauvreté énergétique. À travers cette conférence internationale, la JICA et les autres acteurs au développement veulent renforcer le partenariat en vue de favoriser l'accès à l'énergie fiable et durable. Parmi les panélistes, le directeur général de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, Bob Mabielanvumbi, a souligné la place qu'occupe les Grands Inga dans les marchés énergétiques africains. Les chiffres ont été donnés ici. Le NEPAD a donné des chiffres sur l'évolution de projets énergétiques en Afrique. Lorsque nous comparons les évolutions sur 5 ans ou sur 10 ans, lorsque nous présentons le chiffre, nous nous rendons compte que nous faisons face à des challenges de plusieurs types. Mais lorsque nous associons des lignes qui doivent traverser plusieurs pays, l'un des premiers défis, c'est un défi politique. Riche en interventions, cette table ronde a connu la participation de plusieurs personnalités du monde de l'énergie, mais aussi des bailleurs tels que l'EPAD, la Banque mondiale. Entre-temps, 69 projets prioritaires sont en étude de faisabilité en attendant le financement pour leur mise en œuvre en Afrique. L'École nationale d'administration ENA lance sa toute première revue scientifique. La revue Inflexion a été portée sur les fonds baptismaux par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Nadine Mokemaluma. Faisant suite aux directives de l'autorité des tutelles, l'École nationale d'administration ENA a procédé ce lundi au lancement officiel du tout premier numéro de sa revue scientifique Inflexion. Revue Inflexion. J'ai l'honneur de vous baptiser. Vous voilà parmi nous pour nous aider à mieux canaliser nos actions après des réflexions scientifiques devant nous aider à tourner les dos à des réformettes et à nous inscrire durablement sur la voie des réformes profondes. Cette revue est un outil stratégique destiné à valoriser la recherche en matière de gouvernance et de modernisation de l'administration publique. Notre rôle maintenant est de sensibiliser tous les agents et fonctionnaires de l'État. Il s'agit simplement de focaliser l'attention sur l'obtention du numéro matricule, sur la mécanisation, sur le salaire. Mais il faut aussi s'imprégner des textes qui régissent l'administration publique pour offrir un service de qualité aux usagers. Le directeur général de l'ENA s'est penché sur la portée du contenu de cet ouvrage axé sur les enjeux de gouvernance, de performance et de digitalisation de l'administration. La réforme manquait ces reculs scientifiques, et c'est ces vides que cette revue vient combler. Cette revue que nous voulons au carrefour entre la recherche académique, la recherche scientifique et la pratique administrative, et qui, en même temps, nous la voulons aux standards internationaux. Ça prolonge le bras de la réforme de l'administration publique et ça va donner ces reculs qui manquaient, cette réflexion froide. La publication de cette revue marque un tournant majeur dans la dynamique de réforme administrative en inscrivant durablement l'ENA dans le cercle restreint des institutions publiques productrices de connaissances et d'innovation. La flamme reste allumée et l'élan de solidarité envers les victimes de la guerre d'agression reste intact sur le terrain. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita, a sélectionné un lot important de produits au profit des victimes. Sandra. Dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le commandant suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les élans de solidarité en faveur des forces armées de la RDC se multiplient. Ce lundi, un important lot des produits pharmaceutiques, des kits sanitaires et des prothèses a été remis au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants par la structure EduConnect en partenariat avec la Fondation Kedima, la Fondation HJ et l'organisation pharmaceutique Arofar. Cette initiative s'inscrit dans l'effort de guerre visant à soutenir les militaires au front et leurs familles. En l'absence du VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, la remise officielle a été présidée par son directeur de cabinet, le lieutenant-général retraité Rombo Moya Mansona. Ce dernier a réceptionné les dons au nom du ministère destinés notamment aux blessés de guerre et aux familles des militaires déplacés vivant dans des conditions précaires.
Un accent particulier a été mis sur les besoins spécifiques des femmes et jeunes filles déplacées, souvent confrontées à un manque d'hygiène et de protection sanitaire. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État face à cette situation qui traverse notre pays à l'Est et nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau de leadership. C'est ainsi que nous avons mis en place ces projets, collecte des kits menstruels pour les filles et des femmes dans le camp des déplacés à l'Est. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour présenter la collecte telle que faite. En plus de serviettes hygiéniques et produits d'hygiène, les partenaires ont également apporté des appuis aux militaires blessés dans les tricycles, des prothèses, des lits d'accouchement, des machines à coudre, des boîtes de conserve, des lampes solaires, des seaux et divers produits médicaux. Ce geste hautement symbolique vient rappeler que face aux défis sanitaires et humanitaires, la solidarité nationale demeure une force inébranlable. L'on se souvient très bien de ces mots cultes de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Et la photo, on en parle chaque 19 août de l'année, un médium qui relate nos vies, exhume nos souvenirs, qui aujourd'hui totalise plus ou moins un siècle en République démocratique du Congo. Diane Balaka nous parle de ce qu'a été la journée mondiale de la photo ici à Kinshasa. Suivez. Une image vaut plusieurs mots, dit-on. Le monde célèbre la journée mondiale de la photographie. En République démocratique du Congo, cette journée marque le centenaire d'une histoire parallèle, celle d'un peuple, de ses mutations et de ses rêves. Mes œuvres parlent plus spécialement des éléments de la nature. Je représente les émotions des êtres humains, je les compare aux facettes de la lune. La photographie suscite beaucoup d'engouement chez les jeunes. Les appareils photo professionnels et les téléphones de haute définition rivalisent sur les terrains. Ces photos exposées au département de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts racontent toute une histoire. Ce travail, ça part de la tribu des Lélé, une tribu qui se trouve au Kasaï. Dans la tribu des Lélé, on avait instauré un système pour pallier à la rareté des femmes à épouser. Pour le commun des mortels, difficile de distinguer sur le terrain un amateur d'un professionnel. Mais la différence réside dans la formation et l'éthique. Ici, ce qu'on apprend aux jeunes, c'est la méthodologie pour commencer, aussi l'éthique professionnelle. Du coup, on essaie de les mettre dans des cadres possibles pour qu'ils apprennent à respecter leurs engagements. En dépit de l'évolution technologique, la photographie reste un des moyens pour immortaliser les moments présents. Il faut d'abord cristalliser les pactes sociaux pour parler amélioration des conditions de travail. La ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, était avec les bons syndicats de son administration. Nicole Sesep-Loka. Cette première rencontre placée sous les signes de l'écoute et de l'inclusivité vise à établir un contact direct entre la nouvelle équipe dirigeante et les représentants des agents. Dans son mot d'ouverture, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Marie Nyange Ndambo, qui avait à ses côtés la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati Tito, a salué la présence des syndicats, insistant sur l'importance du dialogue social comme fondement d'une gouvernance efficace et apaisée. Le président de la République et la première ministre attendent des résultats concrets. Et cela passe par des agents motivés, bien encadrés et œuvrant dans de bonnes conditions, a-t-elle déclaré. Les syndicats, pour leur part, n'ont pas manqué de soumettre une série de préoccupations persistantes, notamment le manque de communication avec l'ancienne hiérarchie, absence de suivi des doléances et les dysfonctionnements structurels. Certains délégués ont même dénoncé une forme de discrimination administrative vécue au fil des années. À ces préoccupations, la ministre Marie Nyange Ndambo a répondu avec clarté sur la rupture avec les pratiques du passé. Elle a par ailleurs annoncé des descentes imminentes sur le terrain pour rencontrer les agents à leur poste et s'imprégner des réalités professionnelles. Ce premier contact augure d'un mandat placé sous les signes de l'écoute, de la proximité et de la valorisation du capital humain du ministère de l'Environnement.
La route de contournement de Kinshasa, du moins les travaux sur place ont atteint leur vitesse de croisière. L'étape la plus difficile, c'est l'indemnisation et l'expropriation. On en parle dans ces reportages. Le chèque symbolique va des mains du bailleur de fonds, l'APCSC, à celle du représentant du gouvernement, le ministre des ITP, qui paye les personnels affectés par le projet à travers la territoriale et un de leurs représentants. Voilà la symbolique appliquée pour lancer officiellement ce paiement des personnes affectées par le projet de construction des rocades de Kinshasa. Lors de cette cérémonie qui a vécu à Mitendi à la rencontre entre les deux rocades, Sud avec la RN1, 2 prises de parole ont vécu. Onej Nsele, ministre des Affaires foncières, a notamment salué le travail abattu par la commission interministérielle chargée de ces expropriations. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, est ferme. Personne à leur personne, parmi les expropriés, ne sera laissé pour compte. Tous seront bien payés et à la juste valeur estimée par la commission. Accord avec toutes les parties prenantes au processus, grâce au soutien indéfini de son Excellence Monsieur le Président de la République et sous la coordination de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, le ministère des Travaux publics, maître d'ouvrage du programme Sino, a mobilisé les fonds pour les paiement des indemnisations en faveur des personnes affectées par le projet. C'est pour l'occasion de rassurer les personnes affectées par les projets par la conversion des titres que le ministère des Infrastructures et Travaux publics est pleinement disposé à pour la réussite de ce projet historique. Sur le terrain, certains expropriés, conscients de l'urgence et de l'intérêt de ce projet, ont déjà commencé par eux-mêmes leur bâtiment. C'est le cas notamment dans la localité Matumpu. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, la route Bendesa, pleine réhabilitation. Nous sommes dans la province de Mai-Ndombe et l'office de route a déployé ses engins sur place. Quel est finalement l'impact économique de cette route des dessertes agricoles? Makela nous en dit un peu plus dans ses reportages. Dans la province du Mai-Ndombe, l'office de route a procédé au lancement des travaux d'entretien mécanisé de la route provinciale numéro 206 reliant Bendela, Bondoué et Isaka sur un linéaire de 4 km, financé par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier. Ces travaux sont confiés à la direction provinciale 220 Mai-Ndombe avec l'appui technique de la brigade des travaux d'entretien routier BTE 221 Nyoki. La durée du chantier est fixée à 6 mois hors intempéries. Au cours de la cérémonie, le directeur de l'office de route, Patrick Mosengo, a rappelé que ce tronçon était devenu praticable depuis 2022. Il a aussi rassuré sur l'impact économique et social de cette réouverture. Ce projet s'inscrit dans la vie du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la modernisation du réseau routier une priorité nationale. L'objectif, désenclaver les provinces, favoriser les échanges commerciaux et rapprocher davantage les Congolais. Nous allons arranger la route comme il faut. On va faire des escaliers pour tous les usagers qui quittent Bandundu vers Isaka, rouler à 80 km/h, à 70 km. Du directeur général de route, Jean, cet office multiplie les chantiers à travers le pays. Son leadership et sa détermination sont régulièrement salués pour avoir donné un souffle nouveau à la politique d'entretien routier. De retour à Kinshasa, les embouteillages, c'est un peu partout dans la capitale, mais pour ceux-là qui empruntent souvent le pont Lunda-Loulou, la situation est beaucoup plus compliquée en entrée Jamaïque, commune de Kintambo. Eh bien, l'office de voirie et drainage est à pied d'œuvre pour mettre fin au ravin à la des embouteillages, en réponse évidemment à l'appel lancé par les députés nationaux honoraires de Onkusu, Eridus Kitutu. Il y a quelques semaines, ce tronçon est un cauchemar pour les usagers. Embouteillage interminable, route inondée à la moindre pluie et circulation organisée aux heures de pointe. Mais depuis le lancement des travaux d'assainissement et de curage, le changement est visible. Les caniveaux ont été nettoyés, les eaux stagnantes évacuées et la chaussée retrouve peu à peu sa fluidité. Une intervention simple mais efficace
montre à quel point la gestion des eaux et l'entretien de voies peut avoir un impact direct sur la mobilité urbaine. En simple citoyen, par les embouteillages, Soukouki a fait appel à l'Office de voirie et drainage afin de trouver une solution. L'OVD a pris des dispositions pour que l'entreprise qui avait travaillé ici, qui n'avait pas encore livré les travaux à l'OVD, s'était arrêtée. C'est le gros véhicule que vous voyez là-bas qui est en train de prendre donc toute cette terre qu'on a sortie ici. Ça aussi, vous le devez à l'OVD d'avoir repris les dossiers en main. Reste maintenant à pérenniser ces actions et à les étendre à d'autres zones tout aussi affectées, car une ville propre et bien entretenue, c'est aussi une ville qui reste mieux et qui reste mieux. Vous allez le voir sur cette image, a été jeté sur les formaristes de l'Institut Bobokoli dans la commune d'Ngaliema. Serait-il victime d'une pollution? Andine Wavingana s'est rendu sur place. Depuis 1956, les frères de la congrégation mariste de Kinshasa occupent et sont propriétaires de la concession abritant le couvent de ce clergé catholique situé au numéro 18 de l'avenue Ndona Béatrice au quartier Mbinza Pigeon dans la commune de Ngali. C'est lundi 2025, dès les premières heures de la journée, un événement inattendu a bouleversé leur quotidien. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, les frères maristes responsables de l'Institut Bobokoli et Marcelin Mobateli, basés à Mbinza Delvaux, ont été brutalement déguerpis de leur site. Selon les responsables de la congrégation, cette opération a été menée par des policiers accompagnés d'une centaine de jeunes armés des machettes. Une expulsion qu'ils qualifient d'arbitraire et sans fondement juridique. Depuis 4 ans, il y a un groupe de mafiateurs qui tentent par tous les moyens de nous arracher la parcelle et de nous faire sortir. Aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris avec un groupe de 20 policiers accompagnés de 50 colonnes avec machettes, roues et tout ce qu'ils avaient pour venir nous faire sortir. Nous sommes vraiment dans une situation qu'on ne comprend pas parce qu'il ne nous a présenté aucun document et ne nous a rien dit. Il y a une école à l'intérieur, il y a une école maternelle. Nous sommes en train de faire des inscriptions. On ferme tout, on ne peut pas entrer. J'étais dans ma chambre, dans notre maison de bon accueil, et j'ai vu plus de jeunes entrer dans la maison. D'abord, ils ont cassé les portails. Beaucoup de jeunes accompagnés par des policiers. Et de là, ils ont commencé à casser les portes d'abord de la communauté. Après, ils sont allés à l'école, ils ont tout cassé. Et ils ont commencé à prendre tout, même la chapelle a été vidée, les chaises en dehors de la clôture. Parce que je ne savais pas quoi faire, est-ce qu'il faut aller demander. Ce déguerpissement soudain a paralysé toutes les activités administratives et préscolaires. Hier, c'était un communiqué de l'entreprise de transport en commun Transco sur l'incendie qui a touché une partie de son charroi automobile. Et voici la mise au point avec Pierre Mbouyo Saïdi. Suivez. L'une des articulations phares du principe managérial, reposant sur la gestion rationnelle, axée sur les résultats palpables, consacre le principe transversal du contrôle administratif, technique et financier comme l'un des piliers d'une gestion efficace. C'est dans la matérialisation de cette vision salvatrice que le directeur général de Transco, accompagné de certains experts, ont effectué une itinérance au site incendié du dépôt Massina pour s'imprégner de faits et faire une mise au point. Nous réconfortons la population congolaise à faire confiance à Transco, dont les services sont en continuité. Et le personnel est motivé à faire encore plus, parce que ceux qui veulent voir le Congo régresser, et Transco régresser, parce que Transco, c'est le symbole de l'unité nationale. Il est là à vocation nationale, il remplit, il rassemble tous les fils du pays dans sa mission de la mobilité du peuple congolais là où il se trouve. J'espère que cette expérience malheureuse va encore nous raffermir pour faire plus d'avantages et améliorer les conditions requises, sécuritaires et de service. Nous avons fait appel à la police scientifique pour mener des enquêtes assez approfondies. Une commission est établie à l'interne aussi pour missionner le personnel commis à ce jour-là. Engagée à élucider ces mystères, la direction générale de Transco annonce le lancement des commissions internes et externes d'une enquête fiable.
La drépanocytose en milieu de travail. Les délégués de plusieurs organisations professionnelles ont été sensibilisés à ces sujets. On en parle avec Willy Atunakob sur ces images de Raphaël Nsadi. C'est dans le cadre de la promotion de la santé au travail que le ministère de l'Emploi et Travail, représenté par le secrétaire général Dona Bagula, en collaboration avec l'ONG FAN, initié par l'honorable Antoine Tabala, député national, a organisé ce mercredi 19 août 2025 au cercle Elaïs à Kinshasa-Gombe l'atelier sur l'impact de la drépanocytose en milieu professionnel et l'amélioration de sa prise. Plus de 80 participants issus des différentes organisations professionnelles du monde du travail, gouvernement, patronat et syndicats ont été sensibilisés sur les différentes matières relatives à cette problématique exposée par Dr Anatole Mangala, directeur général du Fonds de solidarité de la santé, honorable Antoine Tabala, et le docteur Jacques Chibamba, chef de département biologie médicale au centre médical mixte et anémie SS de Mabanga à Yolo. Ces travaux en atelier ont été clôturés après plusieurs échanges et débats enrichissants par le CG Dona Bagula. Au sortir de cet atelier, l'honorable Antoine Tabala a expliqué l'objectif poursuivi à travers cette campagne de sensibilisation dans les églises, les écoles et les milieux socio-professionnels. Et à ma qualité de député national, autorité budgétaire, il y a des orientations qu'il faudra faire parce que le mois de septembre commence bientôt, qui est la session budgétaire. Et également à ma qualité d'auteur de la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. On a travaillé avec les églises, les écoles et aujourd'hui nous avons estimé qu'il était important de commencer dans les milieux professionnels. Et cette information, la députée nationale Véronique Lumanu est arrivée dans l'espace Grand Katanga pour une sensibilisation. Elle a été accueillie par les militants de l'AJRN, son parti, et sur place, il a appelé aussi aux actions du chef de l'État. Suivez. C'est dans les soucis de redynamiser le parti de la base au sommet que la députée nationale Véronique Lumanu, au cadre du parti Nouvelle Alliance de Génération pour la République et épouse de l'autorité morale, le professeur Adolphe Lumanu Moulenda Bwana Sefou, a effectué une descente dans l'espace Grand Katanga. Première étape, de Lubumbashi. La députée Véronique Lumanu est ovationnée par la foule, mobilisée grâce au dynamisme de l'équipe professionnelle de l'AJRN. À Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, les militants de l'AJRN, conduits par le comité provincial du parti, ont accueilli avec enthousiasme la députée nationale. Ici, l'ambiance a atteint son paroxysme. Nous avons ici des hommes, des femmes et des jeunes intellectuels. J'aimerais à ce que nous puissions travailler afin de défendre le pays. À Likasi, les hommes, les femmes et les jeunes de l'AJRN ont réitéré leur engagement de soutenir le chef de l'État et la députée nationale Véronique Lumanu qui matérialise au mieux cette vision qui est de barrer la route aux ennemis de la République qui n'ont qu'un seul objectif, balkaniser le pays. Élue du Kabinda, appelée aussi Mama Solution, elle a également distribué des pagnes aux femmes du parti, question de les motiver pour leur dynamisme et patriotisme à défendre les couleurs, la devise de l'AJRN et la République démocratique du Congo. C'est une première et elle est la première femme ordonnée évêque de l'église méthodiste. On en parle dans ces reportages. Suivez. Beaucoup de temps forts ont caractérisé cette manifestation religieuse en présence du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, du président national de l'ECC, du représentant de la gouverneure du Ralaba et de plusieurs autres invités de marque, dont l'évêque émérite du Sud Congo et Zambie, Monseigneur Katembo Kayinda. D'abord, dans ce mot d'installation de sa successeur, l'évêque sortant, Monseigneur Alex Kassap Owan, a confirmé devant Dieu et tous les fidèles que Madame Marie-Jeanne Mujinga Kachala est un don divin élu le 12 juillet dernier à l'Assemblée générale de Kitwe en Zambie pour conduire désormais la région du Sud Congo et Zambie de l'Église méthodiste unie. Ensuite, il s'en est suivi la remise des symboles épiscopaux et d'autres outils de travail pour son mandat. À cette occasion, l'heureuse promue du jour, l'évêque Marie-Jeanne Mujinga Kachala, a promis de remplir sa mission
par la sensibilisation à l'autoprise en charge, à l'évangélisation sociale, à la couverture sociale des pasteurs actifs et retraités, ainsi qu'à la redynamisation des partenariats. Est venu un autre moment tant attendu relatif à la remise des cadeaux tant en espèces qu'en nature, dont celui spécial de l'autorité provinciale Martin Kazembe Choula, constitué d'une Jeep Land Cruiser 4x4 flambant neuve. Le gouverneur de province Haï en a profité pour encourager la nouvelle évêque, première femme en RDC et deuxième en Afrique, avant de l'inviter à jouer son rôle d'église dans la société en accompagnant le gouvernement provincial d'Haut-Katanga dans son programme de développement. Clivage, antagonisme, les autorités coutumières sont appelées à l'unité. Une délégation de chefs traditionnels a échangé à ce sujet avec les conseillers principaux du chef de l'État au collège éducation, Jules Tutumbaï et Koko Molécho. Reconnus pour les rôles importants qu'ils doivent jouer dans la gestion des affaires locales et dans le maintien de la paix sociale, les chefs coutumiers sont appelés à travailler à l'unisson pour un Congo fort. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chargé son conseiller principal au collège éducation, recherche scientifique, culture, arts et questions religieuses, de s'entretenir avec quelques représentants des autorités traditionnelles pour relever les problèmes qui sèment la division entre eux et instaurer un climat de paix indispensable à la cohésion nationale. M. l'abbé Théo Tshilombo leur a présenté l'inquiétude du chef de l'État de voir le pouvoir coutumier perdre sa valeur au lieu de jouer son vrai rôle, celui de la résolution des conflits communautaires, surtout en cette période où le pays subit injustement une guerre d'agression dans sa partie Est. Nous sommes venus répondre à l'invitation du conseiller principal du chef de l'État afin de voir la situation non seulement de la République, les problèmes que nous connaissons, mais surtout au sein de l'association des associations des coutumiers, afin de pouvoir harmoniser à notre niveau pour que nos fils et nos filles de la République comprennent qu'eux aussi doivent trouver le chemin pour harmoniser. Aujourd'hui, le Congo est considéré comme un dindon de théâtre par nos voisins. Mais nous, en tant que coutumiers, nous allons nous concerter aussi pour voir comment aider les chefs de l'État pour que la paix puisse s'installer partout au Congo. Il a effectivement constaté qu'il y a des dissidences, qu'il y a des discordances. Et lui, en tant que haute autorité coutumière, il a donc utilisé sa manette, qui est le conseiller principal en charge de la culture, de façon que nous puissions parler, approfondir, harmoniser nos différends, mais plutôt beaucoup plus apporter des solutions qui doivent aider nos communautés, nos populations à revenir sur le réflexe de la défense de la patrie. Avec plus de 450 tribus, la République démocratique du Congo compte des milliers de chefs coutumiers censés être une garantie de sécurité pour leurs entités. Les soucis du président Félix-Antoine Tshisekedi est de mettre toutes les autorités traditionnelles ensemble pour défendre la nation. M. l'abbé Théo Tshilombo s'est dit satisfait du franc-parler de chacun des représentants. Processus électoral et pratiques démocratiques en RDC, thèse défendue par les désormais docteurs Basiluango Kaseba Jean-Marie à l'Université pédagogique nationale, Keren Kankolongo. Devant un jury composé d'éminents professeurs venus de l'Université pédagogique nationale, de l'Université de Kinshasa et d'autres institutions, le docteur Basiluango Kasema Jean-Marie a marqué les esprits avec la soutenance de sa thèse en sciences politiques et administratives intitulée Processus électoraux et pratiques démocratiques en République démocratique du Congo. Ce travail de plus de 365 pages revient sur plus de 6 décennies de trajectoire politique du pays. Le candidat a brièvement défendu ses analyses en obtenant une grande distinction. Une performance saluée par la communauté académique et validée par les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a confirmé son titre de docteur. On ne peut pas parler de la démocratie sans parler des élections, sans parler de l'alternance. En Afrique, les élections sont presque sociologiques. Raison pour laquelle j'avais proposé
la démocratie libérale communautaire. Mais au-delà du regard rétrospectif, le docteur Bassi Luango propose une vision politique audacieuse, une démocratie fondée sur une présidence tournante selon les grands espaces linguistiques reconnus par la Constitution congolaise. Une proposition qui relance le débat sur l'inclusivité, la cohésion nationale et les réformes institutionnelles en République démocratique du Congo. Cet important communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo, eh bien, les forces armées de la République démocratique du Congo alertent pour la énième fois l'opinion nationale et internationale sur les incessantes et multiples attaques perpétrées par la coalition AFCM 23 et alliés contre leur position au nord Kivu et au sud Kivu. À titre illustratif, au nord Kivu, la position de la force navale de Musinda au bord du lac Édouard, en territoire de Lubero, a été attaquée le 11 août 2025. Au sud Kivu, plusieurs positions des forces loyalistes ont fait l'objet de plusieurs attaques. C'est le cas de Moulamba dans le territoire de Walungu le 12 août 2025, de Luindi et de Muhuzi dans le groupement de Kigongo en territoire de Mwenga les 16 et le 18 août 2025, de Gauruza Chibulungu en territoire de Walungu le 17 août 2025, de Simbira Centre, Kankinda et Nyamagere en territoire de Walungu le 18 août 2025. Ces attaques menées en violation flagrante et intentionnelle de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha visent à saboter les efforts entrepris et mettre en mal le différent processus destiné à ramener une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent les médiateurs américains et qataris à témoin face à ces violations récurrentes du cessez-le-feu qui non seulement compromettent le pourparler de paix, mais aussi et surtout sont à la base des tueries et des déplacements massifs des populations civiles. Désormais, les forces armées de la RDC sont obligées de prendre des mesures qui s'imposent pour répondre à toutes ces provocations mettant en péril la vie des paisibles populations civiles. Un communiqué signé par Ekenge Bosusa et Fomi Silva, général-major. Et voilà qui boucle complètement ce journal. Vous étiez nombreux à nous suivre un peu partout. L'info continue sur nos plateformes Facebook, YouTube et rtnc.cd. Clin d'œil spécial à nos téléspectateurs de la province du Kasaï central, précisément à Kananga. Bonsoir chez vous.